FT, est-ce que tu peux m'ambiancer un peu tout ça, mais vraiment ambiancer de ouf? Parce qu'aujourd'hui est un jour historique. Ouais, t'inquiète, tu as fond. Oui, aujourd'hui, nous allons fêter ensemble les nouveaux records historiques sur l'indice CAC 40. Une semaine également de folie sur les indices américains. De nouveaux plus hauts annuels sur l'or. Et un bitcoin qui passe les 30 000 $. Et ce pour la première fois depuis près d'un an. Espérons que nous soyons les plus nombreux à essayer d'accompagner le plus longtemps possible cette tendance haussière qu'on a de partout. Et non pas chercher le point haut. Et pas mal quand même cette casquette, on verra. Est-ce qu'au vu de cette phase de latérisation, on devrait avoir plutôt une casquette bleue? Non, parce que les tendances en daily restent toujours haussières. Alors du coup, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on change? Pourquoi? Et que se passe-t-il? Quelles sont les dernières actualités? Es-tu abonné? Telles sont les questions. J'ai oublié ça. Le chiffre le plus important de la semaine était l'inflation aux États-Unis. Ça augmente, mais moins rapidement que prévu. On est à plus 0,1% sur le mois de mars, on attendait plus 0,2%. Bonne nouvelle. Ça nous donne une inflation sur 12 mois qui tombe à 5%. On était à plus de 6%. La désinflation qui a commencé continue. L'inflation aux États-Unis est désormais à ses plus bas niveaux depuis mai 2021. Et si on regarde dans le détail, il y a la partie bleue qui correspond aux services qui arrête de monter. L'histogramme en vert, ce sont les prix de l'énergie qui contribuent à faire baisser l'inflation. Ce qui n'était pas toujours le cas. Et pour ceux qui cherchent des poux, ah mais non, c'est vrai, j'ai pas de cheveux. Le core CPI, qui est l'inflation en excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, continue de faire résistance, plus 0,4%. Comme prévu. Est-ce que tu veux une autre bonne nouvelle? Ok, eh ben nous avons eu l'indice des prix à la production aux États-Unis, toujours. À son plus bas niveau depuis janvier 2021, on l'attendait stable au mois de mars par rapport au mois précédent. Les prix à la production ont finalement baissé de moins 0,5%. On est désormais à une augmentation annuelle de 2,7% contre 4,8% en février. Il y a une baisse du prix des biens de 1% et une baisse de 0,3% pour les services. Et si les prix à la production baisse, ça se répercutera sur les consommateurs. Bonne nouvelle, donc. La majorité du marché estime qu'il y aura une hausse de taux d'1 quart de point pour sa prochaine réunion qui aura lieu le 3 mai. On passerait donc de 5%, comme actuellement, à 5,25%. La bonne nouvelle, oui, j'ai prévenu, on va parler de bonne nouvelle, parce que j'en ai plein sous le chapeau. Le pivot de la Fed est toujours estimé pour le mois de juillet, où on repasserait à 5%. Et sous 5% ensuite. La fête, oui, aurait pu être gâchée par les minutes du FOMC qui ont lieu mercredi. C'est le rapport détaillé et écrit de ce qui a déjà été dit lors de la précédente réunion de la Fed. Le marché en a tiré une seule chose, c'est que la Fed prévoit une légère récession d'ici la fin de l'année. Mais, bonne nouvelle, oui je sais, encore bonne nouvelle, l'économie va se redresser au cours des 2 années qui suivront. En Europe, la Banque Centrale Européenne, quant à elle, devrait continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Oui, l'inflation sous-jacente reste élevée. Alors 25 ou 50 points de base, pour le moment on sait pas trop. La bonne nouvelle, c'est que le marché l'a déjà intégré. Faire record historique qu'on a fait sur le CAC 40 cette semaine et des nouveaux plus annuels aussi sur le DAX. Alors, une pensée sincère aujourd'hui à tous ceux qui croient que l'indice CAC 40 baisse quand il passe de plus 1% à plus 0,09% comme on l'a vu cette semaine. À ceux qui n'ont pas encore réussi à trouver le bouton pour remettre leur graphique à l'endroit. À tous les bears en voie de disparition. Bien entendu, gardons notre cœur ouvert et notre main tendue. Dézoomons pour voir la croissance mondiale. Où est-ce qu'on en est? Elle devrait ralentir en passant de 3,4% l'année dernière, en 2022, à 2,8% cette année. Et en 2024, c'est prévu de remonter à 3%. De manière générale, l'inflation ne devrait pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, donc autour des 2% d'ici 2025. Et côté croissance, parmi les pays avancés, il n'y a que le Japon qui a une croissance supérieure à celle de l'année dernière. On dira merci aux injections de liquidités à foison. Bref, pour la partie économique cette semaine, que des bonnes nouvelles. Alors non, parce que, petite correction de dernière minute, fin de semaine, on termine un peu moins bien de partout parce qu'on a eu les ventes au détail aux États-Unis et c'était moins bon que prévu. Ça respire donc, notamment sur le dollar américain, sur l'or, sur les indices. Rien de bien inquiétant pour le moment. C'est ce qui s'appelle des prises de bénéfices. On verra tout ça bien évidemment en détail, juste après sur la partie technique, mais avant. Point chaud. Ces bonnes nouvelles vont donc dans le sens d'un ralentissement du resserrement monétaire des banques centrales. Banques centrales d'ailleurs qui profitent pour à nouveau alléger le bilan puisqu'il avait été largement alourdi avec la
crise bancaire. Une seule hausse des taux à nouveau est prévue aux États-Unis, un peu plus de hausse des taux en Europe, ce qui entraîne a fortiori une hausse de l'euro contre le dollar, entre autres. Et une baisse du dollar face à un panier de devises, ici le dollar index. Encore une fois, la bougie verte qu'on voit par rapport à vendredi, ce sont peut-être des prises de bénéfices. En tout cas pour le moment. Cette détente donc du dollar américain, mais aussi du taux à 10 ans, permet notamment aux actifs risqués de se reprendre. Et surtout à l'or qui est lui-même libellé en dollars, de continuer sur sa lancée. De sortir vraiment de ce triangle qu'on peut appeler soit ascendant, soit symétrique, qui après un flowback c'est quand ça part, ça revient un peu et ça repart encore plus. Et dans les tendances haussières. Dans les tendances baissières, ce sont les pullbacks. Et à réaliser donc des nouveaux records annuels, et ce au-delà des 2040 $. Vu que le dollar américain baisse, qu'il y a des anticipations de détente auprès des taux directeurs de la Fed, voire même anticipe déjà une baisse pour la fin de l'année, eh bien ça coûte de moins en moins cher de payer ces lingots d'or. Bah oui, parce que le pouvoir d'achat a augmenté par rapport à la même somme d'il y a 4 mois. Parce qu'il y a 4 mois, le dollar américain, il était tout là-haut, donc on peut en acheter plus. Dézoomons en mensuel les cours de l'or. Souviens-toi, on en a parlé dimanche dernier, c'est quand même très bon. C'était l'actif de Rodolphe qu'il a privilégié en début d'année, ça n'a pas loupé. Alors qui dit CAC 40, dit argent, dit luxe. Il y a des gens vraiment qui achètent ces lunettes, et qui dit luxe, dit sac à main, dit casquette, dit plus grosse pondération de l'indice LVMH. Et LVMH, elle a publié, et ça envoie du lourd. Sur le premier trimestre 2023, 21 milliards d'euros de ventes, ce qui nous fait une hausse de 17%. La mode et les sacs, ce qu'on appelle plus communément maroquinerie, en croissance de 18%. Plus de 10 milliards d'euros juste avec les sacs. Et la mode. Je comprends pas les gars. Qu'est-ce que vous mettez dans vos sacs? Pourquoi vous achetez autant de sacs? Ah oui, et Sephora. Alors là, on est dans la partie parfum. Bah oui, Sephora, ça appartient à LVMH. Une performance exceptionnelle. Et elle continue à prendre des parts de marché. Que fait l'action LVMH à ton avis? Exactement, nouveau record historique. Plus de 800 € désormais pour l'action LVMH, elle en valait moins de 300 € au début du Covid. Restons dans le luxe avec Hermès, hausse de 23% de son chiffre d'affaires, 3,38 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bonne nouvelle, que fait l'action? Eh ben bravo! Nouveau record historique. Quasiment 2000 balles l'action. Elle en valait 2 fois moins il y a un an. Sortons du luxe pour aller dans la caverne. Oui, SoftBank a quasiment vendu la totalité de sa participation dans Alibaba pour limiter son exposition à la Chine et accessoirement récupérer du cash. Parce qu'elle a vendu quand même pour 7 milliards de dollars d'actions cette année. SoftBank détenait jusqu'à 34% d'Alibaba. Aujourd'hui, elle en détient moins de 4%. Comme quoi, faut savoir changer de fusil d'épaule. Bah oui, les tendances changent, les modes changent, les timings, savoir sortir ses billes pour les réallouer là où ça nous semble le plus opportun. Nous avons donc la saison des publications des résultats et notamment les bancaires. Ça va commencer aux États-Unis. Voici la liste des publications de la semaine. Alors je vous ai prévenu dans les précédents débriefs hebdo que le mois de mars et d'avril étaient favorables pour les marchés. Comme quoi, la saisonnalité, c'est pas que du flan, c'est aussi de l'histoire. Voici donc la performance du SP500 depuis 1950. Donc on voit ici tous les histogrammes, soit depuis 1950, soit depuis 10 ans, 20 ans, ou lors de l'année qui précède les élections. Bref, ça a pas loupé. Le mois dernier, on fait plus 3,8% sur le SP500. Et pour le mois d'avril, aujourd'hui, on est en léger vert. Alors ça, c'est le passé, tu vas me dire, et l'avenir? L'avenir, bah oui, l'avenir, c'est ce qui nous importe, l'avenir. Alors, sortons tout de suite la boule de cristal. Dans 100% des cas, pas 99,9, 100% des cas, jusqu'à présent, jusqu'à right now. Quand le SP500 termine dans le vert à plus de 7% sur le premier trimestre, il finit l'année dans le vert, et ce en moyenne de plus de 23-24% de hausse. Voilà. Ça, c'était la boule de cristal. Casquette verte conservée cette semaine sur les marchés. Et oui, au vu des tendances haussières qu'on a toujours sur les indices, avec des nouveaux records annuels sur le DAX, des nouveaux records historiques sur le CAC. Alors certes, on en est loin sur les indices américains, ils essayent de rattraper le retard, mais ils ont quand même continué aussi sur leur lignée. L'indice Dow Jones a continué de s'installer au-delà des 33 300 points, fameuse zone de polarité sous laquelle on balancerait la casquette verte. Tant que ça tient, on achète, on continue, on charbonne. 4070 points sur l'SP500. Oui, c'était la polarité de la semaine. J'ai d'ailleurs payé à plusieurs reprises et même en ce lundi de Pâques. Bah oui, parce qu'on approchait de cette zone. On a eu un premier signal, bim, je paye, ça part. On fait d'ailleurs les 2 objectifs dans la foulée. On retombe, on se rapproche à nouveau de cette zone.
bam, je repaye, ça repart à nouveau. Il y a même eu un renfort pendant la montée, puisque on charbonne quand le marché nous donne raison. On a fait les deux premiers objectifs, enfin on a fait le premier objectif sur les deux achats. Deuxième objectif, 4180, un petit peu plus haut. Simple, propre, efficace. C'était plus compliqué sur le Nasdaq, qui sous-performe toujours. On a réussi quand même à tenir sur le fil du rasoir les 12 800 points. C'est le niveau clé à ne pas enfoncer pour commencer peut-être à avoir une casquette rouge. En tout cas, pour commencer à invalider cette tendance haussière daily. 12 008, c'est aussi le point de passage de la moyenne mobile à 20 jours qui passe ici. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. On pourrait dire que ça a trop monté. Donc, il y a plus de chances que ça baisse. À votre avis, est-ce que c'est un argument suffisant? J'irai même plus loin. Est-ce que c'est un argument tout court pour mettre en place une stratégie d'intervention sur le marché qui fonctionne dans le temps, que tu peux reproduire si ça fonctionne? Une méthode, quoi. La réponse est non. Par contre, utiliser l'analyse technique comme repère, comme analyse objective de la situation, tel un regard clair de la psychologie actuelle du marché, ça fonctionne. Alors, pas toujours, certes. Et heureusement, sinon ça voudrait dire que la méthode miracle existe, ce n'est pas vrai. Donc même si oui, on pourrait avoir des phases de repli, ce qui est tout à fait légitime. D'ailleurs, même sur le CAC par exemple, on a pris plus de 30% quasiment en ligne droite depuis des mois. L'économie d'un côté aussi nous montre qu'elle est solide, que l'inflation baisse, que techniquement il n'y a aucune alerte. Je relève progressivement mes zones de polarité. Alors je vais vous en mettre ici quelques-unes. Dow Jones 33 006, SP500 4120. Alors ça, ce sont vraiment des zones de polarité à très court terme. CAC 7004, DAX 15006. Donc là, à très court terme, tant qu'on reste là au-dessus, tu l'as compris, casquette verte. Si on passe là en dessous, donc je disais, si on passe là en dessous, effectivement, ça sera casquette bleue. Le Nikkei, quant à lui, revient sur la borne haute de ce range 2022-2023. J'ai pris une première position à la vente, qui a donné d'ailleurs 150 points avant de me faire finalement sortir au cours d'entrée sur cette position que j'avais protégée. Pour le moment, j'ai pas de signe de faiblesse. Mais croyez-moi, je l'attends au tournant. Parce que oui, j'ai envie qu'on remette cette fameuse musique Tutu YouTube. Sinon, ça voudrait dire que définitivement... faudra pas lui dire adieu, c'est pas possible, on peut pas. Et plutôt que de chercher à avoir raison, j'ai appris avec le temps qu'il vaut mieux être en phase avec le marché que de me croire plus fort que lui et plus malin. Bref, en surveillance tout de même. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Tenir les positions quand le marché nous donne raison, c'est souvent beaucoup plus bénéfique que de tourner comme un avion. Celle qu'on a faite cette semaine avec Rodolphe, c'est de continuer vraiment à charbonner à l'achat, notamment sur les indices américains, le concernant Dow Jones, le concernant SP500, et ce à chaque repli. Et même si on sait que les indices sont particulièrement explosé, même encore cette semaine, ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'on aura, oui, probablement des replis. Ça, c'est une certitude. N'oubliez pas qu'une bougie rouge, ce n'est pas une tendance. C'est un mouvement de marché à trop court terme. Alors oui, on a commencé à alléger, mais on se garde encore des lignes pour accompagner cette tendance. Et si ça peut vous aider, n'oubliez pas de faire cette technique d'inverser les graphiques, comme ça permet peut-être d'y voir plus clair et de changer de perception des choses, de conviction. Et du coup, ça nous permet peut-être d'avoir un petit peu plus, de voir la situation réelle et objective. Allez là où il y a de l'activité sur le marché, plutôt que de croire que vous allez gagner en étant contre le marché tous les jours. Ça, c'est ce que j'appelle la psychologie constructive, qui permet de chercher des opportunités, de trouver du positif, plutôt que d'espérer qu'un jour, vous aurez raison de ne pas avoir été positif. Et ça, d'ailleurs, ça vaut aussi bien sur les marchés que dans la vie. Les cryptos, quant à elles, continuent leur ascension, Bitcoin en tête. Même s'il perd de son avance, tout va bien, il reste en tendance haussière tant qu'on reste au-dessus de ce niveau. La précédente résistance, les 28 500 $. On était quand même à 16 000 $ au début de l'année. Il a pris 80% cette année, le Bitcoin. Alors ça, à force, se réduit, notamment face à l'Ether, qui est en train de reprendre un peu de vigueur. Il dépasse même les 2000 $. Et là, c'est un gros morceau. Alors on n'a pas de signal baissier sur l'Ether, tant qu'on ne repasse pas au moins en dessous des 1900 $. Et après cette ascension fulgurante du Bitcoin, qui a essayé d'être suivie par l'Ether, oui, le potentiel pourrait s'essouffler. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les altcoins
essayent de revenir à la charge et de rattraper le retard. Elles sortent enfin de leur phase de léthargie, de latéralisation. C'est pareil. Alors, on en a travaillé quelques-unes, notamment sur IVT, comme par exemple Solana, qui a pris quasiment 30% en 4 jours. On a eu BNB et plein d'autres. Et pourquoi pas, oui, pourquoi pas, un retour de la fameuse alt season. Alors, je sais, je m'avance un peu pour le moment. Mais c'est vrai que ça semble aujourd'hui plus intéressant de retravailler les alts que Bitcoin, qui a pris 80% quasiment en ligne droite. Enfin, un peu d'activité sur le marché crypto. Ce qui, j'espère, va durer, ce qui nous permettra d'être plus actifs. En tout cas, sur la partie trading. Voilà, on espérant que ça dure quand même plus de 3-4 jours. Pour vous parler de l'Ethereum, on a trouvé un jeune youtubeur en pleine ascension. On vous laisse le découvrir. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde, c'est Owen de la chaîne YouTube Asher et on revient une petite minute sur la mise à jour Shapella. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Shapella? Parce que c'est une double mise à jour. C'est la contraction de la mise à jour Shanghai et de la mise à jour Capella. Elle touche deux différentes couches de la blockchain Ether, l'execution layer, donc la couche qui gère toutes les transactions de la blockchain, mais également le consensus layer, c'est-à-dire la couche qui va gérer toutes les règles de fonctionnement de la blockchain Ethereum. Il y avait beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens pensaient que cette mise à jour allait faire baisser le prix de l'Ether. Il faut comprendre pourquoi. Depuis décembre 2020, les utilisateurs peuvent staker leurs Ethers. Pour faire très simple, on prenait un Ether, on le bloquait dans le réseau, sans avoir de date ni de précision sur quand est-ce que l'on pourrait le retirer, et c'est très important pour la suite de ce que je vais vous expliquer, et surtout, on obtenait un rendement, c'est-à-dire qu'on pouvait obtenir, au début c'était plus aux alentours de 7% par an, et aujourd'hui 4% par an d'intérêt sur les Ethers que l'on avait bloqués et qui participaient à la sécurisation du réseau. La mise à jour Shapella permet pour la première fois en plus de 2 ans et demi de retirer les Ethers que l'on a bloqués, mais également de retirer, si on le souhaite, les récompenses que l'on a accumulées. Naturellement, beaucoup de gens ont perçu ça comme une vague d'Ethers qui allait être mis potentiellement en vente sur le marché. Et donc, beaucoup de gens se sont dit que ça allait créer une pression vendeuse et donc une baisse des cours. Mais c'était sans compter sur différentes informations, et je vais vous citer les 3 plus communes et disons les 3 plus importantes qui font que finalement, il n'y a pas eu tant de pression de vente. D'ailleurs, on l'a bien vu, Ether a pris $200 à la hausse depuis la mise à jour Shapella. La toute première chose, c'est que plus de 50% des gens qui ont bloqué leurs Ethers dans le réseau depuis décembre 2020 l'ont bloqué à un prix supérieur de sa valeur actuelle. Donc naturellement, même s'ils peuvent le récupérer, ils n'ont pas vraiment d'incentive à le vendre, sachant qu'ils l'ont acheté plus cher que son prix d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que la plupart des gens, plus de 50% encore une fois des utilisateurs qui avaient staké leurs Ethers, étaient passés par un protocole de liquid staking. C'est-à-dire que quand on va bloquer son Ether, quand on va le staker, on reçoit un Ether liquide en parallèle, un Ether qui a souvent 1 ou 2% de valeur en moins, mais autant vous dire que tous ceux qui avaient la certitude que la mise à jour Shapella allait faire baisser le prix de l'Ether n'ont pas attendu cette mise à jour pour vendre leur Ether liquide. En d'autres termes, ils n'étaient pas réellement loqués, ils n'étaient pas réellement contraints par la mise à jour et ne l'attendaient pas forcément. S'ils voulaient vendre, ils pouvaient déjà le faire avant même que la mise à jour ait lieu. Et il y a donc eu beaucoup moins de pression, comme certains l'attendaient. Pour terminer, le tout dernier point, c'est que ça a mine de rien apporté de la visibilité. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes voulaient staker leurs Ethers, mais ne le faisaient pas pour rester agiles, de peur de bloquer leurs Ethers et d'être en attente de cette fameuse mise à jour pour pouvoir les récupérer et de se retrouver piégés dans une spirale infernale au cas où la valeur de l'Ether plongerait trop bas. Et donc ces personnes, depuis la mise à jour, n'ont pas simplement retiré leurs nœuds, mais ont désormais beaucoup plus de visibilité et ont désormais suffisamment confiance pour venir staker de l'Ether et au contraire en rajouter dans la blockchain parce que maintenant ils savent qu'à tout moment ils peuvent demander un retrait et ils ne sont plus bloqués dans le réseau. Et c'est pour ça que depuis la mise à jour, il y a au contraire eu plus d'Ethers stakés et donc de nouveaux Ethers bloqués que des Ethers qui ont été retirés et donc débloqués du réseau. Voilà pourquoi il y a même eu plus de pression à l'achat qu'à la vente. Et d'ailleurs, depuis la mise à jour, l'Ether s'est valorisé d'un peu plus de $200 pièce. Encore une fois, ça ne veut rien dire sur sa valeur future, mais ça explique beaucoup de choses et notamment ça donne une réponse à ceux qui s'attendaient à une virulente baisse suite à cette mise à jour. C'était Asher, j'espère que c'était suffisamment clair et que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui s'est passé sur la blockchain Ethereum. Au revoir. Semaine prochaine, nous avons donc les publications d'entreprises. Ça sera plus light niveau macroéconomie, même si on aura en fin de semaine les PMI. Merci à l'équipe qui est derrière ce débrief hebdo. Vous le voyez pas, mais il m'aide énormément, notamment FT, vous le savez, dans le montage, qui fait des trucs de ouf. Et non, vous me voyez pas. Et aussi Charles, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, qui m'aide beaucoup sur le fond. On n'oublie pas, pour tout ça, le pouce qui va bien. Merci à toutes et à tous. C'est important de
d'envoyer de la force. Et ce qui est encore plus important, c'est de vous souhaiter un très bon dimanche et peut-être même d'ailleurs de bonnes vacances si vous faites partie des vacanciers. Ciao!